Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence, vous le savez, pour raison d'épidémie. C'est reparti donc pour ce village startup, vous le savez, tous les mois. Nous sommes ici au village Baïséa pour vous faire découvrir le meilleur des startups. Jérôme, bonjour et ravi de te retrouver ici. Bonjour François, ravi également. Oui, nous sommes déconfinés, comme on dit, et on va reprendre les bonnes habitudes chaque mois. Gros plan sur les startups françaises les plus innovantes. On va parler aujourd'hui de Protège Tibia connecté pour le football. François. Tu vas pouvoir le tester. On va parler également de formation en réalité virtuelle et puis d'une application pour consommer éthiquement, consommer éthique en fait. Et puis, nous retrouverons Fabrice Marcella tout à l'heure, notre coach startup. Comment les startups ont vécu à la fois le confinement et puis donc ce début de déconfinement. Fabrice Marcella, le maire du village, sera là. Alors Jérôme, on va commencer donc par un... On va parler de foot. Voilà, Protège Tibia connecté. Ouais. Tu n'as pas oublié, parce que ces longues semaines de confinement t'ont fait peut-être oublier le concept de village startup. Oui, rafraîchis-moi la mémoire. 6 minutes. Comment ça marche déjà 6 minutes de pitch pour chaque startup. Voilà. Exactement, et nous accueillons notre premier invité, Bakary Camara. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. De la société VBcam. Tout à fait. On est ravis. On lance le chrono. Vous avez 6 minutes pour nous présenter donc ce TipTop Connect qui est le premier Protège Tibia connecté. C'est bien ça ? Effectivement. Donc, nous sommes une petite start-up donc, de Normandie, à Rouen exactement, enfin dans l'agglomération de Rouen. Et nous bon, sommes. Déjà, vous êtes bien, c'est sympa. Oui, on est plutôt pas mal en termes de paysage, c'est agréable. Donc, on est effectivement la première start-up à avoir créé des Protège Tibia connectés. Alors, vous les avez là, hein, on peut les montrer. Donc, Protège Tibia pour les footballeurs. Ça donc, se met pour les chaussettes, footballeurs, hein, c'est ça. ça Moi, se met je suis sous pas les un chaussettes. expert. Ouais. Même si effectivement ça a un côté esthétique assez intéressant, il a la particularité d'être personnalisé. Ouais. D'ailleurs, on part d'une première version de Protège Tibia qu'on a entièrement conçue, industrialisée en France. Donc une première version qui n'est pas connectée. Et donc on a fait tout un programme de R&D là, depuis 2017 qui vise effectivement à rentrer toute une technologie, une double technologie, donc GPS et centrale inertielle, qui va permettre de mesurer toute l'activité du footballeur. Donc que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc ça protège et ça Exactement. monitore en quelque sorte. Exactement, ça, hein, tout à fait. C'est vraiment l'équivalent du téléphone portable greffé au bras quand vous allez faire votre running. Or là, on est sur un outil très spécifique à l'analyse du footballeur, Alors, mais aussi du staff. Qu'est-ce que ça analyse et à quoi ça sert? Alors en termes de technologie, on a un GPS qui va permettre effectivement de retracer l'ensemble des déplacements du joueur. Donc ça, c'est intéressant pour l'analyse tactique. Et ça participe aussi, accompagné d'une centrale inertielle complète, donc accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, de travailler sur les allures, donc les vitesses maximum, les changements de rythme, les accélérations max, qui sont des indicateurs de dépenses énergétiques. Et puis, on va être aussi sur l'analyse des gestes du footballeur, donc savoir reconnaître une frappe, une passe, voire une force de frappe. Et donc c'est après le joueur ou le coach qui débriefe, qui analyse tout ça et qui dit bah voilà, là t'as pas été bon, là il faut que tu démarres plus vite. Exactement. Etc. Donc il y a la partie effectivement individuelle. Ouais. Oui, le but c'est vraiment de mesurer sa performance et de pouvoir l'améliorer. Bon, on va y revenir. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc au début du match, le joueur s'installe les deux Protège Tibia. Alors, il faut les avoir sur les deux jambes. Il installe les deux Protège Tibia, mais sur cette offre individuelle, on a de la technologie sur un seul des Protège Tibia. Alors, on a fait quand même en sorte qu'ils soient du même poids. Et l'autre qui est connecté. Voilà, exactement. Ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir deux connectés, en fait. Alors, ça aurait eu un impact fort sur le prix, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même une cible assez grand public. Mais bon, on a réussi à faire tenir l'ensemble de la techno sur un seul Protège Tibia. Maintenant, demain, s'il y a besoin effectivement de mesurer au niveau des deux jambes, il n'a pas la même activité exactement. Sur une jambe ou sur l'autre. Voilà, donc là, on préconise vraiment à l'utilisateur de mettre la technologie sur le côté qui doit mesurer en termes de frappe et de passe, etc. La jambe droite pour un droitier, la jambe gauche pour un gaucher. Exactement, exactement. Donc, à l'usage, effectivement, donc, le joueur installe ses Protège Tibia comme il a l'habitude d'installer ses Protège Tibia classiques. Là, la différence que, avant de rentrer sur le terrain, il va se connecter donc à son application mobile et pouvoir activer donc, les Protège Tibia pour l'enregistrement. Ensuite, il est complètement autonome, donc il a une mémoire interne qui va son match. Il va faire son match. Toutes les données enregistrées pendant l'activité seront contenues dans le Protège Tibia.
Et ensuite, il y a tout un système de communication sans fil, donc à la fois Bluetooth et Wi-Fi, qui permet de se connecter au téléphone, collecter toutes les informations, toutes ces données, les envoyer dans nos algorithmes sur le cloud et revenir sous forme d'indicateurs calculés. Alors, il y a déjà pas mal d'équipements sportifs, et notamment pour le foot, qui intègrent des capteurs dans les chaussures, il y a des systèmes dorsaux également. Quelle est la particularité de votre produit à vous ? Et puis surtout, à qui il s'adresse ? Voilà, à quel type de joueur ? Alors, première particularité, effectivement, c'est le côté, on arrête l'accessoire supplémentaire. Aujourd'hui, le joueur, qui soit amateur, professionnel, est en recherche d'un certain confort. Certaines légèretés, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des... Il faut qu'il oublie qu'il a ça sur lui, en fait. Exactement. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les matières, alors que ce soit les chaussures, les équipements, etc. Trouver le moins contraignant possible, le plus léger possible. Donc là, l'idée, c'est, on vient sur un accessoire déjà obligatoire, parce que les protèges tibias sont obligatoires. Et c'est tout le travail qui a été fait. Ensuite, il y a la question du confort, effectivement. Donc, on reste sur un protège tibia complètement léger, flexible, qui s'adapte à toutes les morphologies. Donc, ça répond vraiment à tout ce que recherchent les joueurs. Et puis, en termes d'usage, la simplicité d'utilisation, quelque chose qui est très courant aujourd'hui. Et alors, la cible, comme disait François, à qui est-ce que ça s'adresse ? On s'adresse alors en priorité vraiment, l'idée c'est de démocratiser cet accès à la donnée de performance, donc on s'adresse vraiment au grand public, aux footballeurs amateurs en général. C'est pas pour les pros en fait. Mais on est surpris parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de marques d'intérêt ramenées par à la fois les clubs professionnels via les centres de formation, sur lesquels il n'y a pas forcément les budgets pour avoir le même outillage que les équipes professionnelles. Et puis, on a la chance, là, depuis que le produit est sorti et commercialisé, d'avoir 2-3 joueurs professionnels qui ont fait l'acquisition de nos protèges tibia connectés. D'accord. Mais des joueurs connus ou... Des joueurs connus, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Tiens, mais est-ce que les joueurs acceptent... Vous ne pouvez pas nous dire les noms, j'imagine. Si vous ne nous le dites pas, c'est que c'est secret ou on peut... Non, je crois qu'à ce stade-là, c'est plus vraiment dans le grand secret, mais ils sont encore en train de tester la chose. Bon, c'est vrai qu'ils ont obtenu leur protège tibia juste avant le confinement et que le championnat s'est arrêté. C'est peut-être un peu trop mais tôt, on a un des grands buteurs de ce championnat de Ligue 1 et un joueur aussi du championnat anglais. Et ça coûte combien ? On est à 180 € au prix de vente publique, donc avec une application qui est gratuite. Pour les deux protèges tibia, donc un qui protège et l'autre tout à fait pour la paire. Oui, exactement. Exactement. Merci Jérôme pour cette précision. Parfait. Merci beaucoup Bakary Camara. Donc à découvrir donc ce produit donc VBcam qui s'appelle Tip Top et on peut le trouver où ? Donc on le trouve sur le site internet tiptopconnect.com. Voilà, avec toutes les informations et l'achat en ligne et la personnalisation parce que ça reste un produit personnalisable. Super. Et c'est fabriqué à Rouen, c'est français. Tout est fabriqué en France, oui, tout à fait. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite ce Village Startup avec notre deuxième découverte de cette émission. Et nous allons parler de réalité virtuelle maintenant, François. On va s'immerger dans la réalité virtuelle, la vidéo 360, pour se former à une activité professionnelle. La formation en réalité virtuelle avec notre invité. Voilà, à distance, évidemment, ça a du sens en cette période d'actualité. Dwayne Izeriev est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous connaissez le principe de Village Startup, 6 minutes de pitch pour nous convaincre avec Uptail, dont vous êtes le cofondateur. Oui. On y va Jérôme, c'est parti ? C'est parti. Allez, écoutez, première question toute simple. Qu'est-ce que vous faites chez Uptail ? Alors Uptail, c'est une plateforme d'immersive learning. Donc l'immersive learning va permettre en fait de reproduire l'apprentissage sur le terrain en situation, mais ce à grande échelle. Et donc peut-être pour donner plus de sens à cette définition, une expérience immersive, c'est quoi ? C'est du contenu réel, photo, vidéo 360, sur lequel on va rajouter une surcouche interactive pédagogique. Donc des interactions simples, comme par exemple des quiz, des éléments d'instruction, mais des choses plus complexes, par exemple comme de la reconnaissance vocale ou de la manipulation d'objets 3D. Et ça va permettre en fait, de digitaliser un savoir-faire, un savoir-être qu'on va pouvoir diffuser à grande échelle. Pour qu'on comprenne bien, qu'on visualise, ça s'adresse à quel univers professionnel ? Alors tout type d'univers. Historiquement, on est plutôt lié à l'industrie, par exemple comme on va permettre l'accélération de la montée en compétences d'opérateurs sur des chaînes de montage ou de digitaliser la visite sécurité dans une usine avec Schneider Electric. Mais on a aussi des domaines un peu plus larges, comme par exemple la formation de vendeurs grâce à de la reconnaissance vocale ou par exemple apprendre à pitcher avec ces fonctionnalités-là. Alors, évidemment, ça prend du sens en cette période de déconfinement, ce service, puisque là, on n'est pas en contact avec d'autres personnes, mais vous avez imaginé ce projet bien avant, j'imagine.
Le point de départ avant cette épidémie, c'était quoi? C'était le fait de pouvoir former plus de personnes plus facilement, sans déplacement et à moindre coût? Exactement, c'est ça. C'était un constat tout simple, c'est que par exemple le fait que des gens du siège ne connaissent pas la réalité du terrain. Ça, c'était vraiment le constat initial, et ça a évolué vraiment avec les fonctionnalités qui nous ont permis d'aller encore plus vite, de vraiment s'entraîner. Et c'est ça aussi la facilité, c'est qu'on peut vraiment s'entraîner maintenant en réalité virtuelle. Alors, la particularité de votre activité de Uptail, on le voit sur les images, c'est que vous allez sur place, Exactement. vous tournez un certain nombre de vidéos et ensuite vous fabriquez très rapidement, c'est ça, un produit pédagogique en fait. Je pourrais même rajouter que la plupart des clients le créent eux-mêmes, ce produit. En tout cas, nous, on a envie de les rendre autonomes pour ça. Et c'est vrai, c'est que du coup, on capte un environnement réel, on rajoute ces interactions, et ensuite, le module peut être fait par des milliers de personnes, que ce soit avec un casque de réalité virtuelle comme ça, ou avec, par exemple, un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Donc, une entreprise qui a des besoins de formation, qui doit former, je sais pas quoi, des stagiaires, des jeunes employés, etc., elle peut tout faire elle-même? Exactement. La plateforme, elle permet 3 choses. La première, c'est de créer soi-même ces modules de formation, ensuite de les diffuser à grande échelle sur tout type d'appareil, et surtout d'analyser en fait les résultats grâce à des datas très précises sur le comportement des utilisateurs, les connaissances qu'on va acquérir dans ces modules-là. Alors, on voit votre masque de réalité virtuelle ici. Vous avez donc fait le pari de la réalité virtuelle et non pas de la réalité augmentée. Ouais. C'est quoi? Ça sera peut-être la prochaine étape, ou pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle plutôt qu'augmentée? On a vraiment décidé d'investir dans l'humain en fait, donc de permettre à l'humain d'apprendre plus vite, plus rapidement, de s'adapter à ces environnements qui changent extrêmement vite, et en permettant du coup à ces apprenants de s'immerger dans ces modules immersifs, on va pouvoir apprendre plus vite, plus facilement, et de s'adapter au monde actuel. Qui change très vite. C'est ce qu'on appelle du serious game, c'est ça? Alors c'est du serious game plus agile en fait, puisque comme vous le disiez, on va pouvoir créer un module en seulement 5 jours ouvrés, juste à partir de quelques captations du monde réel. Et combien ça coûte pour une entreprise qui a... On est plutôt une solution grand groupe, mais par exemple pour vous dans l'éducation, c'est à partir de 2 € par an par étudiant. Ah oui. Donc c'est accessible, et créer tout un module, il suffit d'avoir une simple caméra 360 qui coûte 400 €. Alors, il est peut-être un peu trop tôt pour vous poser cette question, mais est-ce que justement cette épidémie a accéléré un peu votre business? Est-ce que vous avez eu de nouveaux clients suite à ce qui s'est passé ces derniers temps? On a eu des cas concrets très vite, notamment avec une grande société de cosmétiques qui nous a demandé de réaliser un module d'apprentissage sur réapprendre à des vendeurs sur comment vendre à des personnes qui portent un masque et à des vendeurs qui portent un masque. Oui. Ou par exemple pour redémarrer une usine post-Covid, par exemple, avec tous les gestes barrières, les gestes de sécurité, les nouvelles manières dont on va travailler sur ces machines-là. Donc on a eu des cas très concrets, et sur le long terme, on espère, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux usages, notamment le fait que le terrain soit de moins en moins accessible, ou par exemple de former les relocalisations d'entreprises qui pourraient avoir lieu. Donc, on parlait des impacts négatifs de cette épidémie, mais finalement pour vous, c'est plutôt positif en fait. C'est vrai que le télétravail et le fait d'avoir un terrain inaccessible, en tout cas, a généré de nouveaux besoins à la fois très urgents chez nos clients, et peut-être sur le moyen terme, le long terme aussi, peut-être une réévaluation de la stratégie, en tout cas de formation des entreprises. Alors il faut s'équiper malgré tout quand on veut mettre en place un programme comme ça. Donc on l'a dit, petite caméra. Les masques, c'est quoi? On fonctionne sur n'importe quel cas, ça coûte à peu près 200 €. D'accord. Et on travaille aussi avec des entreprises qui ne sont pas du tout équipées, puisque comme je vous le disais, ça fonctionne sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur. Et dans ce cas-là, certes, c'est un peu moins immersif, mais on a quand même tout le module en 360 et c'est interactif. Donc on n'est pas obligé d'avoir un budget équipement pour commencer. Et combien de salariés avez-vous formé avec votre technologie? Vous avez une idée? Oui, je pense que presque 100 000 déjà. 100 000? Ouais. Ah oui. Oui, 100 000 depuis 2 ans et demi. Donc j'espère que ça sera encore plus à l'avenir. Il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas, hein. Très bien. Vous avez des projets dans les semaines et les mois qui viennent, peut-être accentuer justement et surfer sur cette vague qui fait que beaucoup de gens ne retournent pas au travail et font du télétravail? Oui, c'est ça. À la base, on est une entreprise complètement autofinancée et on a grandi organiquement. Et là, on sent vraiment que la fameuse vague de l'immersive learning, elle est peut-être là en ce moment. Et les projets, ça va être d'accélérer notre croissance pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins et aussi préparer l'avenir. Oui, et saisir cette opportunité. Exactement. Donc. Parfait, merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup, merci d'être venu. Nous arrivons au bout des 6 minutes. Vous êtes cofondateur d'Uptail, donc. Et on va poursuivre ce village startup avec notre 3e découverte de ce mois.
Et on va parler de technologie au service de la consommation et de la consommation éthique, François. Ça, c'est un mot important, l'éthique. Éric Taillard est notre invité. Bonjour. Enchanté, messieurs. Bonjour. Vous êtes le président d'Ethic Advisor, qui est une appli mobile pour consommer éthique. Alors, expliquez-nous comment fonctionne cette application et à quoi elle sert. Alors, juste petite précision, il y a un site web et une application. Donc il y a les deux moyens d'accès. Donc c'est vrai que le mobile aujourd'hui, c'est peut-être le plus facile. Oui, et puis bon, on a des fonctionnalités comme le scan qui sont disponibles que sur une application. Donc l'idée basique, les fondamentaux, les valeurs d'Ethic Advisor, c'est d'aider les gens à mieux comprendre l'impact de leurs achats au quotidien. Donc on a défini 3 piliers, l'impact santé. Donc est-ce qu'il y a des additifs dangereux? Quel est le Nutri-Score? Quel est le Nova-Score, etc. Un peu la Yuka, on va dire. Hein. Là, on est très proche de Yuka. Ensuite, on a l'impact social. Donc, effectivement, est-ce que l'entreprise paye ses impôts en France? Est-ce qu'elle va employer des handicapés pour fabriquer ses produits? Est-ce qu'il y a une parité salariale? Est-ce qu'il y a une politique de salaire minimum maximum? Est-ce qu'il y a une approche de gouvernance, Scope, pour s'assurer de la répartition des profits? Et puis l'impact planète. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui va faire des produits véganes, qui va limiter l'emballage plastique, qui va avoir une approche de livraison spécifique pour le client final en CO2, etc. Donc, l'idée, c'est de proposer, d'expliquer d'abord. Donc, la première approche, c'est on va expliquer l'impact quand on achète un produit, parce que des gens ne réalisent pas qu'il y a des labels comme FSC, par exemple, donc c'est pour protéger la forêt, où effectivement il y a une liste de produits d'additifs pseudo-dangereux, en tout cas interdits dans certains pays, donc on va expliquer tout ça. Et ensuite, vous, en tant qu'utilisateur, vous allez dire « Ah ben j'ai compris, effectivement, ces valeurs me correspondent, je ne veux pas de Nova-Score, je ne veux pas d'aliments transformés, je veux du produit fabriqué en France, et je veux qu'il n'y ait aucun plastique pour avoir un impact limité sur la planète. » Et donc vous allez définir ça, c'est important. Un produit comme ça qui match, qui coche toutes les cases. Alors on n'est pas dans un monde parfait. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce concept? Il vaut mieux ne rien acheter finalement. Non, alors c'est pour ça qu'on a introduit la note. Je peux avoir un très bon produit, mais qui a peut-être une note sociale déplorable, etc. Alors j'imagine que vous avez pensé à tout ça bien avant nous. C'est pour ça qu'on a introduit cette notion de note. Note qui est l'agrégation de chacun des labels obtenus par l'entreprise et le produit. Mais cette note, elle reflète... D'abord, vous avez dit l'importance de chacun de ces labels. Donc cette note... Vous et moi, on ne va pas avoir la même note sur un même produit parce qu'elle va correspondre aux valeurs que vous avez dites comme étant prioritaires. Jérôme le social, peut-être. Exactement. Même vous êtes un fils de deuxième génération de Maliens ou de Cambodgiens, le commerce équitable va avoir un impact important vis-à-vis de vos valeurs. Si vous êtes un pur écologique, vous allez vouloir que du local. Donc voilà, on a considéré depuis le début que l'éthique est très personnelle. Et même si vous restez dans la santé, par exemple, certaines applications ne donnent qu'une note universelle et générique. Alors que vous soyez un sédentaire de 75 ans diabétique ou un adolescent de 14 ans qui fait 7 heures de sport par jour, avoir la même note sur le produit, ça nous paraît un peu bizarre. Et en plus, quand on met des critères éthiques qui sont par définition subjectifs et très personnels, donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu assurer une notation qui est la vôtre. Nous, on n'a rien à dire, on ne fait que recenser les labels présents et c'est vous qui donnez l'importance de chacun des labels. Donc l'application, on l'a dit, comme Yuka, on peut scanner les produits dans les magasins pour savoir avant d'acheter. Est-ce que je vais être averti si un produit sort vraiment des clous, enfin vraiment qui ne répond pas du tout à mes valeurs? Chacun des produits a une note, encore une fois, qui est la vôtre, qui correspond à la vôtre. Donc vous allez voir des produits qui vont être en rouge parce qu'ils sont de 0 à 25. Vous allez voir des produits orange parce qu'ils sont 25 à 50 sur 100. Et vous allez avoir des produits verts dès qu'ils sont passés au-dessus de 50. C'est-à-dire que plus ils ont de points, mieux ils sont, en fait, c'est ça. Oui. Plus ils ont de critères de labels, donc c'est 60 labels, plus la note du produit va être bonne. Mais encore une fois, cette note n'est que la vôtre. Donc un même produit va avoir 12 pour vous, peut avoir 47 pour moi. Alors sur quoi vous vous basez pour ça? Parce qu'il faut des informations fiables à la base. Ça va être surtout compliqué de ramener, d'ingurgiter toute cette data, non? C'est tout notre challenge et c'est toute notre valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des partenariats avec un certain nombre d'organismes publics. Donc par exemple, Open Food Facts, qui va recenser justement la présence d'additifs, d'allergènes, toute la partie santé. C'est la même base de données que Yuka. Hein. Exact, à l'origine, parce qu'ils ont quitté le mouvement. Une partie nutrition, ça. Hein, voilà. Après, vous allez avoir l'ADEME, par exemple, qui va vous donner toutes les informations au niveau produit. Ils font un travail exceptionnel sur justement mesurer l'impact des produits CO2. Et là, ça touche toutes les gammes de produits que vous pouvez trouver. Un autre exemple, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner Les associations de consommateurs, non? Alors pour l'instant, non, on n'en a pas, parce que là, ça reste très subjectif. On essaye de trouver des critères qui soient les plus clairs possibles. Par exemple, EGAPRO pour l'égalité salariale. Donc là, il y a une base de données qui est celle de l'État, qui, alors on peut croire que la source est bonne quand même, puisqu'il y a des amendes quand vous êtes une entreprise que vous ne les respectez pas. Et donc l'État donne une note d'égalité professionnelle. Nous, on va intégrer tout ça. Donc voilà, donc on a plusieurs points de vue comme ça, et nous, on va agréger ces points de vue. Parce que le problème, c'est aujourd'hui, c'était notre frustration en tout cas, vous pouvez trouver un site où vous allez avoir que des produits véganes. Vous allez trouver un site qui est zéro déchet. Vous allez trouver un site, c'est Made in France. Et nous, ce qu'on voulait, c'est avoir un point unique où vous dites ce qui est important pour vous, et la note reflète l'importance de ce critère pour vous.
Comment vous gagnez de l'argent avec tout ça? La qualification, puisque je n'avais pas fini de répondre à votre première question. Donc il y a ce sourcing d'open data, on va dire, donc les informations disponibles, on les agrège, on les intègre. Et puis le deuxième, il faut rentrer dans le détail, justement, il faut s'asseoir avec les entreprises. On va vérifier à l'aune de ces 60 critères lesquels elles prétendent. Et surtout, on va le vérifier, parce qu'un des objectifs, c'est quand même de lutter contre le greenwashing. Donc, fort de ça, voilà, on va s'asseoir. Et donc, les entreprises, cet audit qu'on va faire pour elles, et la possibilité de devenir Selection Ethic Advisor, va être la source de financement d'Ethic Advisor. Et le but de tout ça, c'est de les faire évoluer? Et le but de tout ça, exactement, c'est de transformer, de mettre la pression des consommateurs clairement visible, puisque nous, on a une vision relativement claire avec le choix des utilisateurs de qu'est-ce qui leur importe. Et donc, on va pouvoir partager ça avec les entreprises pour qu'elles adaptent leurs produits et s'améliorer chaque jour. Alors, on a bien avancé sur tout ce qui est nutrition, avec le Nutri-Score notamment, qui est une avancée. C'est peut-être plus compliqué sur le social et sur les autres critères, non? EGAPRO, par exemple, non, c'est pas très... On a un critère, par exemple, c'est écart de salaire maximum 1 à 10. Bon, ça peut être, pour des gens, ça peut être ridicule, pour d'autres, c'est important. Bon, là, c'est relativement facile. Je m'assieds 2 minutes avec le DRH, grille de salaire minimum de 1 à 10, ça prend 1 seconde. Donc, on a inventé un certain nombre de critères comme ça, mais alors c'est notre valeur, c'est notre travail, enfin, c'est ce qui nous occupe matin, midi et soir, donc c'est pas simple, je vous le confirme. iPhone, Android, l'application? iPhone, Android, oui. On a D'accord. développé sur une même plateforme pour aujourd'hui, oui. Plus le site web. Plus Très le bien. site web. Merci beaucoup, Eric Taillard. Merci à vous. Et donc, Ethic Advisor. Ethic Advisor à tester, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. On va terminer ce village startup avec Fabrice Marcella qui nous rejoint. Et oui, Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme. Le village en plein déconfinement, remise en route. Oui. Il n'y a pas encore grand monde. Je viens juste doter mon masque, mais on est en plein déconfinement encore. En tout cas, voilà, la vie reprend, Fabrice, après s'être retrouvé via Zoom il y a quelques semaines de cela, pour que justement tu nous fasses un petit point sur les startups. On va y revenir parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Le confinement a été terrible, et là maintenant il y a cette période de déconfinement qui commence à arriver. Pour des startups, j'imagine que c'est un moment un peu compliqué et inédit. Comment ça se passe et quels conseils peut-on leur donner? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis content de vous retrouver en chair et en nous os, aussi, en pleine oui, forme bien au village. Alors, c'est surtout comment ça s'est passé. En fait, il faut imaginer une chose, c'est que les startups, comme toutes les entreprises, comme chacun d'entre nous, à partir du 17 mars, c'était la sidération. Donc, il a fallu déjà absorber cette décision qui a été de stopper toutes les activités quasiment. Qui était violente, parce C'était qu'en fait, extrêmement violent. Il fallait qu'on arrête. On arrête. On arrête tout, restez chez vous. Voilà. La semaine suivante, ces startups finalement ont pris toutes des mesures finalement d'économie, des mesures qui visaient finalement à préserver leurs acquis et être prêts et au rendez-vous En mode hibernation. hibernation, mise en sommeil, et puis aussi d'essayer de profiter de toutes les aides qui étaient promises par l'État. Je vous rappelle, un peu plus de 100 milliards d'euros quand même à destination des entreprises. Voilà, donc ça c'était un élément aussi important. Après ça, finalement, les uns les autres, vous comme moi, comme l'ensemble des startups, on s'est un petit peu habitué à cette situation de confinement. Et là, l'espoir est rené renaît, ça se dit pas ça. Mais enfin, en tout cas, Et reviendu. voilà, c'est ça. Voilà, et ça, j'ai encore mon cerveau qui est confiné, je crois. Non, mais c'est pas mal. L'idée a été, en tout cas, de consolider son business et de commencer justement à retrouver des clients, à pouvoir, en tout cas, se préparer au déconfinement. Et puis maintenant, on est dans la phase de déconfinement et on voit que le déconfinement, c'est peut-être plus difficile que le confinement, mais c'est plus dur. Voilà. Le sujet du jour, c'est le business, comment il s'est développé. Rappelez-vous, il y a un an, en préparant cette émission, je suis allé voir ce qu'on s'était dit et on parlait déjà de agilité, de pivot, de lean startup, tous ces termes qui étaient un petit peu barbares à l'époque et qui ont été un concentré, en tout cas, des actions qui ont été mises en place par les startups. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, il y a les startups pour lesquelles le Covid ou la Covid a été générateur de business supplémentaires. Je pense notamment à 2 startups. La première, je vous rappelle qu'on manquait de masques encore il y a quelques semaines. Une startup française qui s'appelle le Masque Français, qui proposait des startups initialement aux cyclistes, finalement a vu un bond de ses ventes extrêmement important, des commandes des entreprises, des particuliers comme de l'État. Là, c'est le loto, quoi. Là, c'est le loto, c'est la chance. Ouais, c'est difficile à prédire. La deuxième, qui s'appelle Advitam, que vous connaissez, qui est déjà intervenue dans le village startup, qui est une startup qui propose un service de pompes funèbres en ligne. Elle, finalement, elle a vu une demande extrêmement forte. Bien sûr. C'est tragique. Et en même temps, c'était
c'était une boutique en ligne qui avait cet avantage-là d'être déjà en ligne et présente en ligne, ce qui n'est pas le cas en tout cas des autres services de pompes funèbres. Donc, en fait, Oui, deux leur service phénomènes était prêt finalement. étaient prêts et deux Ouais. phénomènes qui ont permis très rapidement de réagir. Et ils sont même allés un petit peu plus loin puisqu'ils ont proposé aussi aux familles de pouvoir participer à distance sur Internet aux funérailles de leur visio, défunt, en visio, etc. puisqu'à l'époque justement on ne pouvait pas Bien sûr. se déplacer. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ce sont des startups qui elles, au moment du Covid, au moment du confinement, ont vu leur activité s'arrêter net. Je pense notamment à l'une d'entre elles qui s'appelle EasyVat, qui propose un service à destination des expatriés ou à destination des touristes internationaux hors zone euro, qui permettait notamment la détaxe, de simplifier tout le process de détaxe qui est extrêmement complexe. Concrètement, elle ne va pas voir de touristes avant longtemps. En tout cas, eh bien, elle a fait ce qu'on appelle un pivot. Rappelez-vous le pivot. En fait, elle est partie de ses acquis pour pouvoir repenser un service, cette fois-ci un service à distance, à destination des expatriés, à destination des clients hors zone euro, et qui leur permet de venir acheter sur des sites de e-commerce français. Donc Des elle a produits rebondi. elle a rebondi, des produits qui n'existent pas dans leur pays ou qui sont moins chers. Et donc, en fait, elle va prendre en charge tout le service. C'est-à-dire que la livraison va se faire au travers de EasyVat et le financement de cette livraison se fait directement par l'économie qui est réalisée C'est par la malin. taxe. Hein, C'est malin. ultra malin. C'est très agile. Et surtout, ça lui permet de se faire connaître auprès de touristes qui viendront Bien peut-être sûr. un jour en France. Parce Et qu'un donc de jour ou l'autre, continuer- l'activité va reprendre. Et oui, tout à fait. Donc, ils vont être utilisateurs de ça. Et enfin, dernier cas de figure, ce sont ces startups qui ont investi finalement sur la crise pour mieux rebondir après en proposant leurs services gratuitement à ceux qui étaient justement dans la nécessité. Je pense notamment à une startup qui s'appelle Linebertu, dont le savoir-faire, c'est de faire des files d'attente virtuelles, vous permettant en fait de prendre une place dans cette file d'attente sans être dans cette file d'attente et de vous alerter ensuite pour pouvoir vous rendre la dans les meilleure camps. invention de l'année. Hein, ça Là, on est va en en plein siècle, dedans, là. je pourrais dire. Ouais. hein, Eh bien, ce franchement. service qui était proposé gratuitement pendant le confinement lui permet aujourd'hui de rebondir et d'être en première ligne cette fois-ci dans le cadre de la réouverture du Futuroscope le 13 juin. C'est l'entreprise qui va proposer de gérer ces files d'attente pour les manèges, c'est Lineberty. Donc voilà comment les startups ont fait preuve d'agilité, ont fait preuve de feeling, ont en tout cas été extrêmement attentives et à l'écoute finalement de ces évolutions Alors, du marché. Tout ça, c'est très positif. Fabrice, est-ce qu'il y en a qui, malgré tout, n'ont pas pu rebondir et s'adapter? Et oui, vous avez raison d'en parler, je suis toujours quelqu'un de positif, mais à côté de ça, on a Ouais. aussi des startups qui ont réduit la voilure, se sont mis en sommeil, attendent des jours meilleurs, voire ont arrêté leur activité. Mais c'était déjà des startups qui étaient fragiles avant la crise, et la crise a aggravé leur Oui, situation. ça a précipité en Ouais, fait tout leur à fait. chute. C'est Tout à ça. fait. Hein. Quand est-ce que ça va revenir à peu près à la normale, tout ça combien de semaines, combien de mois? Alors, François, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. En tout cas, moi, j'espère qu'on ne retombe pas dans un confinement, surtout. On voit que le déconfinement est extrêmement complexe. Il y a une forme d'inertie. Bien sûr. Et donc, de remettre tout le monde, finalement, dans la même dynamique qu'avant le confinement n'est pas simple. Donc, espérons qu'il n'y ait pas d'autres confinements et que dès septembre, on sente effectivement cette reprise. Cette dynamique, qui tout à fait. reprend. Parfait. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, le maire du village et le coach de Village Startup. Merci pour ces conseils pour les jeunes entrepreneurs. Et ce village startup se termine donc. On a été ravis de vous retrouver. On va reprendre notre rythme habituel. On sera là, tous les mois, vous le savez, ici au village Baïséa en plein cœur de Paris pour découvrir les meilleures startups du moment. Donc au mois prochain, François, d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. À très bientôt.